Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions. Questions alimentaires et gastronomiques. Collection dirigée par Kilian Stengel, ancien professionnel des secteurs alimentation et gastronomie, enseignant et chercheur de l'Université de Tours spécialisé sur le fait culinaire et œnologie. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dernière parution. Kilian Stengel, dire Identités alimentaires et héritage gastronomique, 2021. Théodore Georgopoulos, Alois KANYINDA, Emmanuel Leclerc, Aurélie Melin, Aurélie RINGEVALDELUZE, Ariel Sevilla, Yves Tesson, Benoît Verdier, Collectif Univigne, dire La vigne et le vin. Transformation des filières et des acteurs, 2020. Diana Cardenas, La nutrition en médecine. Approche épistémologique, problèmes éthiques et cas cliniques, 2020. Mark Peters, Histoire culinaire. Éloge de la gastro, A, Nomi, 2020. Kilian Stengel, dire Terminologie gastronomique et œnologie. Aspects patrimoniaux et culturels, 2020. Kilian Stengel et CMDEBBABI Missaoui en dire La cuisine du Maghreb n'est-elle qu'une simple histoire de couscous, 2020. Sommaire. Avant-propos par Kilian Stengel et Serge Sonneville. Ma gastronomie à 96 ans par Kilian Stengel. Un festin en Amazie par Serge Sonneville. À la casserole par Jean-Pierre Favard. Goûter, savourer, en reprendre par Jean-Pierre Andrevon. Recyclage par Alex Evans. Alimentation du futur ou science-fiction ? Par Serge Sonneville. Biographie des auteurs. La logique vous mènera, d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera, partout. Albert Einstein. Avant-propos par Kilian Stengel et Serge Sonneville. Depuis quelques années, l'hypothèse d'un nouvel âge alimentaire commence à susciter de nombreuses réflexions, non seulement au sein des sciences humaines, mais aussi dans les sciences de laboratoire. Qu'elle soit une hypothèse ou une certitude, une notion ou un concept, l'alimentation du futur est considérée à la fois comme perspective et utopie. Si la cuisine et l'alimentation naissent de l'histoire, elles sont toujours aussi des projets, voire des rêveries. On se souvient notamment de Charlie et la chocolaterie, de Tom Burton avec ce fameux chewing-gum qui offre un repas complet lorsqu'on le mâche, de la saga de Scott Westerfeld comprenant 4 tomes, Uglies, Pretty Specials et Extra, qui se déroule au XXIVe siècle avec des repas réduits à une sorte de bonbons déshydratés. La cuisine, artefact par excellence, objet de matière en propre et de qualité subjective, comme le repas, lieu incarné et vécu, sont ainsi toujours des creusets où bouillonnent science, fiction et vies humaines intimement mêlées. Sans oublier le monde de la confiserie, qui après avoir été le très sérieux terrain de recherche de Nostradamus, devient l'espace de créativité empirique de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, avec des bons becs qui pourraient faire rêver un moldu. Les suces acides qui font des trous au milieu de la langue, les dragées surprises de Bertie Crochu, au goût crevettes, bouillabaisse, moule, poubelle, crotte de nez ou cire d'oreille, les sucettes parfumées au sang destinées aux vampires, seulement les crèmes canaries, qui ressemblent à des flancs à la crème ensorcelée pour transformer quiconque y goûte en canari géant, les chocobales pleines de mousse à la fraise et de crème caillée, les chocogrenouilles qui prennent la forme de grenouilles en chocolat ensorcelées et capables de sauter, les bulles baveuses, autre nom des chewing-gums produisant des bulles mauves impossibles à faire éclater avant plusieurs jours, le Fizz Whiz Biz qui a une texture de sorbet qui permet de s'élever au-dessus du sol, les souris en sucre pour entendre ses dents couiner, les gnomes au poivre qui vous fait cracher le feu devant vos amis, les pâtes de menthe en forme de crapaud, et des plumes en sucre pour les sucer en classe en faisant semblant de réfléchir. La littérature de fiction n'a pas hésité à faire des repas un très riche décor pour ses bizarreries, répugnances et caractéristiques culturelles déroutantes,
donnant le ton à l'ensemble de certains romans. La table, la cuisine et l'alimentation continuent encore aujourd'hui à exprimer une psyché vivante sans cesse personnifiée, soulignant les imaginaires comme les liens humains que nous entretenons avec elles. La science-fiction semble faire plus encore. Certaines œuvres accordent d'emblée l'attention principale à cette entité. De plus, à travers les livres, films, bandes dessinées, jeux vidéo, jeux de rôle, dessins animés et design, la science-fiction n'hésite pas à s'emparer à la fois de l'aspect matériel et de la dimension immatérielle de l'alimentation comme de la cuisine et du repas. On y trouve des produits inventés, des dégoûts, des flux économiques, abordés en tant que tels, autant que des faits culinaires originaux, voire des transpositions dans un monde virtuel, quand ce ne sont pas des pans entiers d'une société qui ne se nourrit que des apostrophes. Une gelée de cafards dans le film Snowpiercer le transpersonnage, inspiré de la bande dessinée éponyme. La science-fiction explore autant l'esprit que le corps de la cuisine comme le souligne le film L'aile ou la cuisse dans les usines Tricatel. Elle n'hésite pas à mettre en scène ses concepteurs, ses cuisiniers, ses strates historiques, ses représentations et cette foule de détails organoleptiques, matériels ou organisationnels qui lui donnent consistance. Les pères de cette culture, H.G. Wells comme Jules Verne parmi d'autres, furent-ils des visionnaires, des farfelus ou tout simplement des êtres bien informés ? En anticipant la lecture de son époque ou des siècles en perspective, ce genre d'expression a donné lieu à de très nombreuses œuvres, romans, films, séries, BD et autres jeux vidéo. Il apparaît que les auteurs y consacrent immanquablement un regard riche et très personnel sur l'alimentation du futur. Le prisme de la science-fiction peut ainsi apparaître comme un révélateur de la multiplicité des cultures alimentaires, de la façon de produire, de préparer, de manger et d'incorporer un produit ou un mets. La cuisine futuriste et l'alimentation de fiction profitent ainsi d'une représentation allant du plus sensationnel au plus sensible. En collaborant au nouveau tome de cette collection, La cuisine du futur et l'alimentation de demain, les auteurs ont souhaité porter un regard sur la façon dont est traitée l'alimentation dans les œuvres de science-fiction et d'anticipation afin de montrer à quel point la SF influence notre façon de s'alimenter comme de cultiver nos terres, et en présentant leurs exemples de visionnaires au travers de nouvelles. C'est pourquoi la collaboration d'universitaires comme d'auteurs fut complémentaire dans cette réflexion autour des délices fantastiques et des gourmandises fictives. 2068, Ma gastronomie à 96 ans par Kilian Stengel. Depuis la turbulence de l'enfance, j'ai aujourd'hui atteint la prostration du vieillard. L'homme d'action que j'étais est devenu contemplatif. Ma vie n'est qu'un syncrétisme, un assemblage de théories et de chemins disparates. Pour admettre tout ce qu'il s'est passé et faire mes confidences, il faut bien que je prenne un petit verre de Chablis. Je commence à oublier. Qu'y reste-t-il autour de moi pour me rappeler les choses que j'oublie ? Afin que je ne fasse que de les fuir. Ai-je fait tout ce que j'avais promis ? Promis à mes proches, à mes amis, à moi-même ? Ma vie ressemble à un rouleau de sopalin auquel il ne reste qu'une feuille. Chaque année fut détachée délicatement ou énergiquement. Soit j'ai frôlé les contours d'une bouche, soit j'ai épongé des déboires ou absorbé mes débordements, soit j'ai essuyé un accident, soit je m'en suis lavé les mains. Suis au bout du rouleau. La dernière feuille se délite et part en lambeaux. Plus d'unité, perte de cohésion pour ces pages de temporalité, pages qui racontent une simple vie. Qu'est-ce qui m'attend ensuite ? Un noyau. Rien. Le vide. Une déception. Rien à voir avec l'œuf Kinder, pas de cadeau de fin de vie pour ma pomme. J'ai appris que Cyril Lignac, lui, était entré à l'Académie française grâce à son grand discours sur le plat gourmand et le produit sublimé. Je découvre que Julie Andrieux nous a quittés, sous le fléau de la dénutrition. Je suis invitée ce soir au vernissage de fermeture de la dernière cité de la gastronomie encore existante, où l'on se gave de blobs farineux gonflés à l'hélium. Le Crillon est devenu un garage de luxe. Les adieux de Yannick Aleno couronnent l'année, 50 ans après Bocuse et Robuchon. Le fils de Guillaume Gomez a racheté la majorité des parts du groupe Darche, Ducasse Accor, Relais et Sperluette Château Hilton. Pour moi, ça fait longtemps que la gueusie m'a emporté. Mais je vois quand même passer des assiettes artistiques dont l'esthétisme alimente ma vie. Depuis la loi Kylian Mbappé qui porte sur la santé par le sport, tous les bistrots sont fermés mis à part les tripots underground comme à l'époque du Covid-19.
Les bières d'aujourd'hui sentent plus le fruit que les céréales. USC Wine existe maintenant réellement, et n'est plus un fake news du web. Les Restas du Cœur sont devenus une chaîne TV qui profite plus aux chanteurs qu'aux démunis. Les steaks tartares prennent la forme de la tête de la présidente de la République grâce aux imprimantes 3D ménagères. Au milieu d'un petit village, dans un des derniers vides-greniers encore organisés, à côté d'un vieux Thermomix 2017, j'ai trouvé un de mes livres. Je pensais qu'ils avaient tous fini au pilon, à la déchetterie pour chauffer les plus démunis, ou en pâte végétale pour nourrir les vaches. Le bouquin est juste posé dans ma main comme une pierre, comme un poids. Je le regarde, sans avoir le réflexe de le feuilleter. Au dos, la photo de l'auteur, ma tronche, avec 50 ans de moins. Il me glisse des mains, comme tout ce qui a construit ma vie d'ailleurs. Des souvenirs proustiens traversent ma tête, celui d'un pique-nique dans les lieux publics aujourd'hui fermés, d'un déjeuner sur l'herbe aujourd'hui interdit et d'une pêche au lamparo avec mes enfants au Vietnam aujourd'hui inaccessible. Sous l'Arc de Triomphe, la statue en chocolat de Pierre Hermé, sous sa cloche réfrigérée, remplace depuis 30 ans l'ancienne flamme d'un inconnu. Les fils trois gros sont toujours élus président du Conseil territorial d'indépendance alimentaire Rhône-Alpes-Auvergne, en concurrence avec les filles Loiseau titulaires du même titre sur le duché de Bourgogne-Franche-Comté. Certains de mes anciens élèves d'écoles hôtelières sont devenus artistes. L'un a fait une carrière de rappeur, un autre est acteur, et un autre est devenu sénateur. La plupart sont certainement serveurs voire ont quitté ce métier qui manque d'humanité, pour se tourner vers une recherche d'eux-mêmes. De nos jours encore, alors que la science s'est tellement développée qu'elle a pris le pas sur la nature humaine, l'homme préfère toujours se fier aux préjugés et à tout ce qu'on lui a appris enfant. Il vit toujours dans ces normativités que j'ai tant combattues. Même si tout est different, j'essaye de relativiser en me disant que rien n'a changé. L'hédonisme est toujours au cœur des préoccupations de chacun malgré les intempéries de la société. Le relativisme est tout de même là pour tenter d'atténuer le normalisme que l'on m'a également inculqué lors de chacune de mes étapes professionnelles. Toujours tenter de gommer ce carcan des normes, ce clivage, cet absolutisme. Mais le relativisme ne serait-il pas finalement devenu une norme en lui-même ? Mes souvenirs gastronomiques défunts ne sont plus compris par personne. Mes petites histoires dans la grande histoire. J'ai l'impression d'être le seul à encore détenir les références de la cuisine bourgeoise et de la nouvelle cuisine. La cuisine moléculaire a fait son grand retour il y a 20 ans lors d'une promo vintage. L'autre jour, j'ai fêté tout seul dans mon coin les 58 ans de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine de l'UNESCO. Mise en pré-retraite, plus personne ne s'en souvient. Ici, le mot maladie n'existe plus et a été remplacé par cancer. On a un cancer de tout aujourd'hui. Coluche avait eu une prédiction avec son cancer du bras droit. Dans la continuité de cette évolution terminologique, le crabe est devenu un animal prohibé par la morale. Tandis que les insectes, eux, ont leur rayon spécialisé dans les magasins en ligne. Je suis un homme usé, âgé, au visage sans usage. Je vais goûter à la salade de racines de pissenlit. Une porte de frigo mortuaire se referme devant moi. Reste tout ce que je n'ai pas fait goûter à mes fils, mais ils le feront sans moi. Dans un vieux NMN, nuage mémoriel numérique, qui traînait dans la grange stellaire, je viens de découvrir ces quelques lignes ci-dessus, de mon lointain aïeul Stengel qui a vécu au XX-XXIe siècle. Les choses ont bien changé depuis cette époque ancestrale. Depuis les années 2350, à cause de la surpopulation et de la forte pollution que l'on connaît toujours à ce jour, la nourriture était devenue de plus en plus rare et chère. Les produits frais étaient réservés à l'élite mondiale tandis que la population devait faire face à une famine sans précédent. Quelques années plus tard, vers 2353, la corporation agroalimentaire française QWERTY mit sur le marché l'UT ou unité de transformation, qui devait remplacer les anciens fours et micro-ondes dans nos espaces d'habitation. L'appareil permettait de transformer la matière première alimentaire ou soy en plat tout fait. La soy est une pâte à base de soja et d'algues réduites en poudre. L'UT mélange la pâte avec des saveurs et colorants artificiels puis la sculpte dans la forme souhaitée. Ensuite la texture est modifiée avec des additifs et le tout est cuit par ondes satellitaires. Plusieurs versions étaient proposées à la vente au début.
allant de luth élaborant des formes simples avec additifs basiques, jusqu'au haut de gamme avec des plats plus réalistes et variés. Ces produits furent nommés par la suite Soy Produits, pour exemple Soy Burger, Soy Poulet, Soy Carotte. Luth a subi quelques améliorations au fil des années et offrait de nouvelles tâches culinaires, telles que le fait de pouvoir commander des ingrédients à distance en provenance de l'autre bout du monde. Cette pâte pouvant être produite en grande quantité pour un prix raisonnable, la majorité des pays du monde demandèrent à la corporation de mettre leurs produits en vente sur leur marché intérieur. La promotion de ce nouveau produit fut mondiale avec l'aide de nombreux gouvernements et permit à la majorité de la population de pouvoir se nourrir régulièrement, au moins une fois tous les 3 jours. Qu'elle fût statique ou holographique, il était très rare de ne pas croiser une de ces publicités promotionnelles, dans la rue comme dans son logis. Ce changement radical de mode de consommation souleva quand même quelques problèmes. La production de soja et d'algues, que ce soit sous biosphère dans nos villes ou sous la mer, demandait une grande surface nécessaire. Second souci, luth permit d'éviter soi-disant de nombreuses allergies alimentaires mais ne permit pas d'éviter celles liées à la pâte. Le bilan létal fut considérable. Pourtant, après cette crise, la vague démographique reprit du poil de la bête, sans comprendre quelle solution alimentaire il exista à cette dernière époque. La planète est aujourd'hui totalement recouverte par l'homme, et sa surface habitable a augmenté de plus de 10 fois. Ce que jadis la nature pouvait apporter à l'homme est maintenant inutile, car avec les avancées technologiques, on a pu recréer artificiellement les procédés nutritionnels et physiologiques. La planète que nos aïeux connaissaient, avec ses 7 milliards d'habitants, était appelée la Terre, et est aujourd'hui ce que nous appelons une capitale. Des ponts intergalactiques rejoignent différentes planètes conquises par l'homme. On compte aujourd'hui plus de 135 milliards de personnes reparties sur 8 planètes différentes, dont 3 créées par l'homme. Mais comme tous ces gens se nourrissent-ils aujourd'hui ? Sur la capitale, nous produisons de la nourriture in vitro, nous faisons plus particulièrement de la culture de cellules. Les cellules cultivées sont sublimées dans des fioles en verre ultra résistantes, puis concentrées par un moyen qui reste top secret par précaution. Les personnes travaillant sur la capitale n'ont plus de temps de repas traditionnels, car le rendement fait partie des obligations. Aussi, quand le corps commence à manquer de nutriments, une personne peut prendre un masque d'absorption nutritionnelle, y brancher le tube en verre et le masque diffuse alors le contenu des micro- et macronutriments. Ces éléments ultra concentrés, et donc ultra nutritifs, sous forme gazeuse, sont respirés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.